L'iMac s'ouvre ses 25 bougies, retour sur la saga de l'ordinateur de légende d'Apple et qui a signé le renouveau de la marque, du premier iMac translucide au modèle tournesol, en passant par les élégants et minimalistes versions en aluminium. Retour sur la genèse de ces Macs qui ont changé à jamais notre rapport à l'ordinateur de bureau, au-delà quel avenir pour ces machines sédentaires à l'heure de l'iPhone et du télétravail. Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci encore pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à liker la vidéo, il faut qu'on craque l'algorithme de YouTube. Un salut particulier bien sûr, comme chaque semaine, aux membres du club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. C'est un abonnement payant qui nous permet d'être soutenus et vous soutenez donc ces équipes. Et en contrepartie, l'émission est disponible rien que pour vous en direct 24 heures en avance. Vous pouvez poser des questions, échanger avec l'équipe au quotidien et venir ici au Village by CA, visiter nos studios, participer aux enregistrements et surtout par les coulisses. Et c'est pas piquer des verres. Toutes les infos dans la description de cette vidéo ou encore en scannant le QR code qui est passé à l'écran. On va parler beaucoup de design ce soir et comme on parle de design, il nous fallait un designer et pas n'importe lequel, un vrai, pour porter un regard affûté sur cette belle histoire de l'iMac ces 25 dernières années. Bonjour Jean-Louis Fréchin. Bonjour. Jean-Louis, on ne te présente plus, tu es notre designer référent de cette émission. Architecte, designer, tu diriges No Design, une agence de design et d'innovation. Tu as travaillé pour de grands noms de l'industrie et de la tech, de Renault à SEB, dans l'électroménager, en passant par Parrot ou encore Legrand. Tu es également enseignant à l'INSI, on dit comme ça, l'École nationale supérieure de création industrielle. Ce qui est amusant, c'est que beaucoup de tes élèves aujourd'hui sont du côté de la Silicon Valley, là-bas, voire même carrément du côté de Cupertino. À tes côtés en plateau, monsieur Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. On va parler d'une machine d'un temps. Et d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais, cette machine, elle révèle quelque chose d'intéressant. C'est peut-être la machine qui a sauvé Apple, entre guillemets. Donc c'est pour ça que... Ouais, t'es déjà sauvé, mais en tout cas, a participé à son renouveau. C'est la bascule pour moi, ouais. La machine de la bascule. On a l'habitude de dire que l'iMac a sauvé Apple de la faillite, mais en fait, la faillite était sauvée depuis une bonne année déjà, sinon ils auraient... Non, mais ce que je veux dire, c'est l'Apple qu'on connaît aujourd'hui et certainement... Ça a ouvert... la voie. La voie, et ça a été depuis, Apple n'a cessé sur cette dynamique, dirons-nous. Toujours en duplex, passionné inconditionnel de technologie et de la pop culture, Christophe Degrave d'Underside. Bonjour Christophe. Salut tout le monde. Est-ce que j'ai bien dit Underside cette fois-ci? Tu as très bien dit Underside. Ah ouais, je suis vraiment super content d'être là pour parler de Mac, de machines des années 90. Ça pourrait même être presque un épisode de On refait la pop. Oui, en version longue. On refait la pop qui normalement aurait dû arriver cette semaine. Et on est un petit peu pressurisé, donc... L'émission est au montage et arrivera la semaine prochaine, c'est ça, Laurent? Christophe. Moi, c'est Christophe. Laurent, c'est la personne juste à côté. Oui, mais il me perturbe. L'iMac fête ses 25 ans. On vous a posé la question sur Twitter, c'était la question de la semaine, le sondage de la semaine sur Twitter. Quel est le modèle qui a été le plus innovant, ou du moins qui vous a le plus marqué durant toute la carrière de l'iMac ces 25 dernières années? Et c'est de loin l'iMac G4 tournesol qui emporte vos suffrages. Il n'y a pas ballottage, 50,9%, suivi de l'iMac M1, plutôt surprenant, si je ne me trompe pas, j'ai bien retranscrit mes machins, mais bref, qui est le dernier modèle. Ensuite, l'iMac G3, qui est pour moi la référence. Et enfin, l'iMac G5 et Intel, qui est certainement la machine qui a le plus duré et qui a instauré une signature de design. Regardez cette réaction sur Twitter de monsieur Bukowski sur Twitter. Je ne sais pas quel est le modèle le plus innovant, mais pour moi, l'iMac G3 reste à jamais associé au retour de Steve Jobs à la tête d'Apple. Il restera à jamais le plus marquant de cette gamme. On commence donc par l'iMac historique. On le disait en préambule, l'iMac G3 signe le renouveau d'Apple. C'était il y a 25 ans déjà, mais on était très jeunes, tout jeunes, on sortait à peine de l'école. Le 6 mai 1998, Steve Jobs monte sur scène pour présenter un étonnant ordinateur tout en un, aux allures de bonbons translucides. Un ovni comparé au PC de l'époque sous Windows, qui ressemblait plutôt à des caisses à savon. Séquence, nostalgie. This is iMac.
there and do that again. Go back and come back. You got to see this thing in person, but I'll do the best I can with video. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. We've got stereo speakers on the front. We've got infrared right up here. We've got the CD-ROM drive right in the middle. We've got dual stereo headphone jacks. We got the coolest mouse on the planet right here. Come on around. All of the connectors are inside one beautiful little door here, the Ethernet, the USB stuff. Around the back, we've got a really great handle here. The back of this thing looks better than the front of the other guys, by the way. And then around the side. So let's take one more swing around it so you can see. This is what it looks like. And again, you've got to see one of these things in person. Great. Yeah, I've got some slides of what this looks like too. I mean, this is incredible compared to anything else out there. It looks like it's from another planet. And a good planet. A planet with better designers. Look at this keyboard. It's so nice. 2 universal serial bus connectors on either side, so you can plug the mouse into whichever one you want, whether you're right or left-handed, and you have the other one for peripherals. Look at this mouse. It's the most wonderful mouse you've ever used. Alors, on l'a laissé au long cours parce que c'était vraiment un moment qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, toujours des gens qui applaudissent l'arrivée d'un produit, hein, ça reste que du consumérisme, mais ça correspondait bien à une période où il y avait une énorme frustration des utilisateurs de Mac pendant des années de voir des Mac ressembler plus à des PC qu'à des Mac. Il y avait une attente énorme et enfin, c'était Noël là pour beaucoup d'utilisateurs de Mac. Avec le retour, il a dit, du design. Mais quand Steve Jobs est retourné chez Apple, on s'est dit on va rêver à nouveau. Et puis la campagne Think Different est arrivée, mais on avait les mêmes ordinateurs et les mêmes OS qui plantaient un peu beaucoup. Même si par rapport au Z5 III, le 8 s'est un peu amélioré, et le 9 à la fin était pas mal. Enfin, moi je l'aimais bien et puis je reste un amoureux de Resedit, donc les vieux OS Ça restait quand même des boîtes de conserve. Hein, mais voilà. Alors elles avaient quand même chez Apple des innovations incroyables, les tours qu'on ouvrait avec une super poignée translucide déjà. Il y avait l'accessibilité, mais il n'y avait pas ce wow du design du Mac originel. Non. Enfin, parce que le Mac original de 84, il y a déjà cette formule de l'iMac. Bien sûr, mais dans le contexte de l'informatique des années 90-95, les Mac étaient déjà un petit peu différents, notamment les hauts de gamme, pas les performants, les choses comme ça, mais les hauts de gamme. Performant, pour ceux qui n'étaient pas nés à cette période-là, les Performants, c'était les ordinateurs grand public d'Apple et qui ressemblaient à des PC, hein, reprenaient les codes du PC. Beige. Alors, voilà. Beige, mais avec un beige fait par Frog Design, un peu white, enfin vraiment travaillé. C'est-à-dire que c'était... Mais ça se vendait pas. Donc c'est qu'il y avait des milliards de beiges. Il y avait le beige Dell, il y avait le beige compact, ce qui se fait de pire à peu près sur Terre. Horrible. Horrible. Et il y avait le beige Apple. Et les débats, c'était ça. C'était ton beige contre mon beige. Du jaune pisseux au il y avait une perte de valeur. Entre Windows 95... C'est moi le spécialiste ici. Le beige fait par Armut Asninger, le patron de Frog, qui a créé le design d'Apple à partir du petit Mac 2GS. Mais monsieur Manfred ne voyait pas de différence avec un PC classique. Si, un petit peu quand même. Bah non, il ne vendait plus. Et effectivement, Larry Ellison, grand ami de Steve Jobs, parlait beaucoup d'Oracle, parlait beaucoup d'Internet Computer. On était vraiment... l'Internet grand public, c'est 95. En 97, c'est 2 ans après. On se disait, si on pouvait se passer Internet Computer compact. Une sorte de machine web, en fait. Voilà, connecté, sans rien, etc. C'était un peu tôt, mais ça a un petit peu travaillé les gens d'Apple. Et pendant ce temps-là, chez Apple, bien avant l'arrivée de Steve Jobs, il y avait une super équipe de design, orchestrée par un monsieur qui s'appelle Robert Brunner, qui travaille aujourd'hui, qui est la personne qui a embauché Johnny Ive, et puis plein d'autres. Et Robert Brunner, il avait vraiment fait une organisation super efficace, recherche sur les matériaux. C'est cette période-là que le translucide a été lancé. Exactement. Alors j'ai noté son nom parce qu'avec un monsieur, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, Thomas Meverhofer,
qui est celui qui a vraiment mis au point les plastiques translucides, qui sont des plastiques assez sophistiqués, sur lesquels il n'y a pas de rétrin quand on les moule, et qui a un peu mis au point. Mais chez Apple, il n'y avait pas de tête qui dépassait. On ne connaissait pas les designers d'Apple. Et on ne connaissait pas non plus Par contre, il n'y avait pas le feu vert de la direction pour pouvoir les utiliser et les intégrer forcément. Alors, vous vous souvenez que sur le Mac 9006, il y avait des poignées translucides, il y avait des petits composants translucides qui ont été des tests. Et puis surtout, ce fameux Thomas... Meyer-Hofer a, avec l'équipe de design Apple, dont Johnny Ive, mis au point une machine que tout le monde a oubliée, qui s'appelle l'Imet, qui n'a jamais été vendue en France, qui était un Newton avec un clavier. Qui était un Newton avec un clavier, une connexion modem en classe pour avoir un ordinateur sans risque de le casser en classe, donc qui était très solide et injecté dans la masse avec des épaisseurs très importantes. C'est à cette période-là qu'ils ont testé donc cette manière translucide qui a été adaptée, on l'a vu, par la suite par Johnny Ive, mais il fallait quand même la volonté de la direction de se lancer en grande série. Et certainement, Steve est tombé sur ça lorsqu'il est revenu. Puisqu'on est là pour l'histoire, parce que ça a été vraiment une impulsion forte, quand Steve Jobs est arrivé chez Apple, il voulait embaucher Torres Otsas, donc le grand designer italien qui avait bossé pour Olivetti, architecte postmoderne, qui ensuite travaillé pour Memphis, qui fait des cafetières pour Alessi. Otsas n'a pas voulu. Ensuite, il a demandé à Richard Sapper, qui designait les ThinkPad d'IBM. IBM, c'était la design company. Avant Richard Sapper, Elliott Noyes, qui a créé les fameuses machines à écrire à Marguerite, avec des designs incroyables, qui sont les premières machines un peu spectaculaires dans le design technologique, qui est devenu le fondateur de la section design du MoMA à New York, donc une référence. Et quand Jobs arrive, Robert Brunner sent que le vent va tourner, il se barre, et Johnny Ive va dans le bureau de Jobs convoqué avec sa lettre de démission, et ça discute, et Steve Jobs lui dit vous avez quand même pas mal merdé, hein. Et il est resté. Et puis on connaît la suite de l'histoire. Et c'est vrai que ça a été un vrai choc. Alors pour revenir à la question originale, parce que tu n'as pas répondu à la question, il y avait une énorme frustration dont j'étais des fans historiques de la marque de l'époque en disant mais nos ordinateurs ne ressemblent pas au Mac originel. Ce côté sympathique, ce côté qui fait que la technologie est accessible. Pourquoi vous reprenez des 50 millions de câbles à brancher entre le moniteur, l'ordinateur, le clavier et la souris? Et c'est là qu'est arrivé. Tu refais l'histoire là, Olivier, parce que les gens voulaient d'abord le multimédia à la maison. Moi, je vendais des CD-ROM à l'époque. Je travaillais chez un éditeur de CD-ROM. L'ordinateur à la maison, ça n'existait pas. C'est-à-dire que non seulement Jobs a fait un ordinateur moderne qui ressemble à l'électroménager, à des choses un peu qui relèvent de la mode, mais il a aussi déplacé l'ordinateur du bureau à la maison. Et il a mis l'ordinateur de la maison au bureau. Il a un peu gommé les frontières entre le bureau et la maison. C'est aussi ça, l'iMac. Alors, effectivement... Ouais, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que tu avais quand même Commodore, en fait, qui avait quand même envahi le marché. Et l'ordinateur à la maison, c'est quand même Amstrad, c'est quand même Commodore. Mais c'est des jouets, ça. Excuse-moi, c'est pas des ordinateurs. C'est des... Ouais, mais tu sais, au moment où l'iMac est sorti, en fait, moi, j'étais sur un Performa et un Amiga 600. Et l'Amiga 600, il crevait le plafond, quoi. Donc, non, mais d'accord, mais quand je parle d'ordinateur à la maison, c'est mes tantes profs à l'éducation nationale qui achètent ce qu'elles appellent non pas un ordinateur, mais un multimédia pour regarder les CD-ROM. C'est pas les programmeurs geeks. Tu as tout à fait raison, mais l'ordinateur à la maison, pour le plus grand nombre, c'était une caisse fabriquée par cette marque française Zénith, fabriquée dans l'usine Thomson d'Angers, avec un gros écran, et on reproduisait à la maison ce qu'on avait au bureau. C'est de ça que je parle, des années 95, on est dans la même époque. Mais tu as raison, Sinclair, il faut rendre hommage à tout cela aussi. Oui, ils ont essayé de domestiquer, mais ce qui est remarquable, mais on a une heure pour l'expliquer tout ça, c'est que cet iMac, et je comprends ce que tu veux dire, a réussi à populariser vraiment l'ordinateur. L'iMac a réussi à vraiment donner envie à des gens d'acheter un ordinateur. Et de tuer tous ces câbles, notamment avec la première pub de l'iMac. L'apparition de l'USB. Voilà. Et cet ordinateur tout en un qu'on branche avec un seul câble est certainement le premier ordinateur qu'on achète, pas simplement parce qu'on a un besoin utilitaire à la maison ou qu'on veut faire des jeux vidéo. Sur Mac, c'était parfois un peu compliqué, mais simplement parce qu'on craquait sur son design et qu'on pouvait l'utiliser aussi par ailleurs comme un outil. Et puis Internet était quand même arrivé entre-temps. Entre autres, c'est pour Internet. Et c'est vrai que l'idée de génial, c'est que cette pub de 98, regarde, on est à des années-lumière des codes de l'informatique, on ne te vend pas de performance, on ne vend pas de CD-ROM,
Voilà, c'est vraiment des choses pour essayer de rassurer au maximum le consommateur. Ce que je trouve intéressant dans le choix du plastique translucide, le choix à la transparence, c'est vraiment une volonté de casser les codes du design, au-delà de montrer. Alors c'est comme ça que, je ne sais pas si c'est du storytelling de la part d'Apple, mais la volonté de cette transparence de ne pas cacher la technologie car elle faisait peur. Alors ça, c'est vraiment du storytelling. L'iMac, il a eu 3 ans de développement, donc il a pratiquement commencé avant Jobs, et les décisions radicales de l'iMac, c'était pas de disquette, plus de disquette, ce qui a été un truc... un autre connecteur qui était utilisé par personne, l'USB. Donc il y avait beaucoup de choses. L'idée qui dit je n'ai rien à cacher, elle vient après, elle vient en conséquence de ce qu'on a créé. Ce qui intéressait... un discours marketing par rapport au design, en fait. Ce qui intéressait vraiment les designers, c'était l'effet de non-limite entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire d'une matière qui est un peu comme le marbre, qui a en son sein une forme de transparence. Alors, dans le design, on appelle ça les objets cognitifs, c'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils sont, et il y a une grande référence avant l'iMac, c'est la Swatch Skelette, qui était transparente, dont le corps était fait avec le même plastique que l'iMac, qui était un plastique qui, à l'époque de Swatch, coûtait très cher, parce que, encore une fois, c'est des plastiques dans la masse, sans retrait, donc c'est vraiment de la chimie haut de gamme. Et ça a créé une sorte d'objet transparent qui relève d'une esthétique, d'images de radio, d'objets techniques, etc. Mais c'est un peu une conséquence. C'est-à-dire que c'est les géniaux marketeurs d'Apple, Regis McKenna, etc., qui, derrière, ont raconté une histoire, on n'a rien à cacher. En l'occurrence, ils voulaient cacher des ports mezzanine, le fait qu'il y avait un connecteur pour le port de disquette, mais etc. Restons sur le design. Oui. Toi, à l'époque, tu étais encore un indécrottable PCiste, mais il en fallait. Ils étaient très, très nombreux à l'époque. Quelle était ta réaction ? Je le disais en préambule, pour moi, c'était l'un des premiers ordinateurs du marché. Le Mac 84, c'était le cas, mais il n'était pas forcément accessible en prix. On va en parler du prix de l'iMac dans un instant. C'était pour moi le premier ordinateur, entre guillemets, désirable. Pas par ses performances, mais par son form factor et son design. Ouais, alors c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que cette machine, moi, je l'ai vue chez une amie à moi qui s'appelle Frédéric Balbino, qui a toujours été très, très en avance culturellement, artistiquement. C'est la directrice du théâtre municipal de Bastia aujourd'hui. Et elle l'avait chez elle. Elle était passée au Mac. Elle m'avait fait venir chez elle pour me le montrer. Il trônait sur son bureau. Et c'est vrai que quand j'ai vu la machine, je l'ai trouvée belle, en fait. Je l'ai trouvée originale et j'ai été méchant. Tu sais, un truc que tu trouves... ton PCiste de base. Non, parce que j'étais pas fan du PC. J'étais pas du tout fan du PC. J'étais fan de ce que je pouvais faire techniquement avec un PC, mais l'ordi en lui-même ne m'apportait rien. Mais je lui ai dit, c'est un jouet ton truc. On dirait une sucette, quoi, un truc à, tu vois, ce côté translucide. Avec le recul, un bonbon acidulé. Avec le recul, c'est du génial. Il y a un truc qui m'avait vraiment marqué, et je m'en souviens encore aujourd'hui, mais vraiment, vraiment marqué, c'était le port USB sur le clavier. Ça, j'avais trouvé ça brillant. Je m'étais dit, ça va être le port de demain. On savait qu'il y avait une révolution, et c'est la première fois qu'il y avait le port USB sur une machine. Hein. Donc, et c'est un choix qui avait été courageux avec le retrait de la disquette et ça. Et je me disais, c'est génial de pouvoir te dire que finalement c'est une espèce de chaînage, quoi. Tu vas pouvoir, et c'est ça, j'avais trouvé ça génial. Les USB sont arrivés derrière. Ouais, ça a été le truc. Mais je la remercie parce que finalement, tu vois, le jour où je suis passé au Mac, et je regrette pas. Hein, mais moi, mon problème c'était l'OS. Si on peut remettre en régie quelques images de l'iMac, je voudrais revenir sur un point, peu importe les images que vous envoyez, peu importe. Mais c'est vrai que c'était pas encore la version définitive. Alors encore une fois, il y a du storytelling et il y a une manière de refaire l'histoire, mais dans sa biographie, Steve Jobs raconte qu'il a failli ne pas la présenter, cette machine, au mois de mai 1998, car il a eu la désagréable surprise de découvrir la machine sur scène. Il ne correspondait pas à cahier des charges qu'il avait fixé. Et parmi les cahiers des charges, regardez sur la face avant, il fallait un manche-disque, et là, il y avait un tiroir, crime de lèse-majesté. John Rubinstein, à l'époque, il n'y avait pas de tiroir
comme les tiroirs, vous savez, les manches-disques d'autoradio, comme il y avait à l'époque dans les voitures, qui permettaient de graver des CD, des choses comme ça. Donc, ils avaient mis, c'est un moins cher. Et il avait été furieux, il a failli ne pas sortir la machine à cause de ça. Et la version suivante aura le fameux tiroir. Une question Twitter, regardez, de Mano. Qu'est-ce qui explique que l'iMac a trouvé son public dès la première génération ? On le disait, on va faire un peu tourner la parole, Christophe, il y avait une énorme frustration à l'époque. Donc ça correspondait vraiment ils ont peut-être fait simplement une étude de marché. Ils avaient juste interrogé leur base d'utilisateurs. On veut une machine belle, esthétique, simple, et relativement abordable. Le prix était important. $1 299, c'est beaucoup d'argent à l'époque, déjà. Ça fait à peu près $1 900 aujourd'hui. Mais par rapport au prix, c'était largement les prix du marché. Oui, effectivement, c'était les prix du marché. Moi, je pense que c'est marrant parce que quand on remonte dans l'histoire de l'informatique, toutes les machines qui ont eu une poignée, en fait, ont pas mal réussi. Que ce soit la dictée magique qu'on a présentée il y a quelques temps maintenant, que ce soit le premier Mac, que ce soit l'iMac, etc. Donc, en fait, vraiment, et pourtant, on ne les utilise pas régulièrement, ces poignées, en fait. Ouais, tu vois, moi, la poignée Mac, ça ne sert à rien. Voilà. C'est vraiment pour rappeler l'iMac originel. C'est une signature. Le Macintosh. Ouais, le Mac originel, le Macintosh. C'est ça, oui. Exactement. Mais par contre, il y a cette projection mentale qu'on se fait de c'est facile à prendre et c'est facile à balader. Et donc, il ne faut pas le brancher avec plein de câbles, etc., etc. Donc, ça a dû faciliter. Puis, c'était surtout une machine vraiment multimédia, en fait. Tu précisais la partie USB qui permettait quand même de brancher pas mal de périphériques dessus. Tu précisais aussi le fait d'avoir un lecteur de CD-ROM sur la machine. C'était pas non plus monnaie courante. Et par rapport à tout ça, je pense que ça a participé en fait à l'acceptation de la machine, à diminuer en fait cette Jean-Louis parlait effectivement du fait que certaines machines étaient faites un petit peu pour les geeks, et je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que cette machine-là, elle fait pas peur. Ouais, elle rassure. Ça, voilà, elle rassure, elle a des jolies couleurs, etc., etc. Donc ça a dû vraiment grandement participer. Petite anecdote quand même, en fait, je me suis fait confirmer cette histoire où Steve, quand il a vu que dans les premiers modèles, il n'y avait pas de manche-disque, en fait, et que c'était un tiroir qui sortait. Ça lui avait été a priori caché, jusqu'au moment de la sortie du Mac, ou presque. Je me suis fait confirmer ça par le gars qui m'a appris Objective-C et qui l'a accompagné chez Next, et puis encore chez Apple par la suite. C'est une histoire vraie. Visiblement, ce serait une histoire vraie. Ouais. Il a vraiment pleuré en fait de nervosité une fois qu'il a vu ça, en fait, tellement il était déçu, en fait. Et c'est arrivé sur la version suivante. 6 millions d'exemplaires quand même écoulés tout au long de la carrière de l'iMac G3. Malgré de nombreuses polémiques, tu le disais tout à l'heure à son lancement, il n'y a pas de lecteur disquette. Ça, encore une fois, à l'époque, la disquette, c'est le standard. Uniquement du CD-ROM. Le port de connecteur du Mac à l'époque, c'était un port propriétaire. C'est une horreur. Ça s'appelait l'ADB. Alors, c'est une horreur au sens qu'elle était propriétaire. Donc, forcément, pour trouver des accessoires, c'était compliqué. Sinon, ça marchait plutôt bien. Et puis, à la fin, et là, les professionnels ont gueulé très fort à la fin du SASI, au profit de l'USB. Donc, le USB s'est démocratisé grâce à l'iMac. Mais puisqu'on se posait la question pourquoi l'iMac était un succès, c'est l'ordinateur de deux groupes de personnes. Bon, les classes créatives, dans les agences de pub, de la secrétaire au patron, il y avait des iMac. Et c'est l'ordinateur tout en un de ceux qui ne veulent pas se prendre la tête parce que l'informatique ne les intéresse pas et les usages de l'informatique les intéressent. Et donc, 98, la sortie de l'iMac, c'est une sorte de symbole d'une bascule d'une informatique de geek, utilitaire, à une informatique ou professionnelle, utilitaire, ou des codeurs qui sont fantastiques, et à une informatique des lecteurs de télérama, pour dire clairement les choses, puisque c'était notre clientèle à Montparnasse Multimédia. Ouais. C'est-à-dire on changeait de monde, ça devenait un produit grand public. Et ça, Steve Jobs, qui était un amoureux de Sony, avait bien compris qu'il fallait d'autres codes tout en un et à un prix le plus juste possible. Et on verra que le prix ne va pas arrêter de baisser, ce qui va accentuer, parce que 1299, c'est quand même assez élevé.
prix de départ. Apple ne pouvait pas vraiment casser les prix au départ. Mais avec le succédant, le prix va descendre jusqu'à 699 $. On va éteindre ce téléphone. Voilà, c'est fait. Puis réaction Twitter. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai utilisé un Mac. Regardez, réaction de Christophe V sur Twitter. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai utilisé un Mac et j'ai compris à quel point c'était intuitif comparé à Windows. Ça donnait envie à découvrir l'interface du Mac. Quelques années après, j'ai acheté l'iPod puis l'iPhone. Il était trop stylé ce Mac, en effet. Et puis on verra par la suite, Jean-Louis, que d'ailleurs on va l'illustrer avec des pubs de l'époque, c'est qu'ils vont encore accentuer le côté festif en déclinant l'iMac en parfum. Moi, j'avais trouvé ça très rigolo à l'époque. Alors ça, c'est une histoire incroyable. Dans l'industrie, on vous dit toujours qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Le transparent, c'est pas possible. Du plastique sans retrait, c'est pas possible. Et là, une intégration comme ça, c'est pas possible. 7 couleurs, 8 couleurs. Alors, il y a un truc qui est encore moins possible. Et là, c'est plus les ingénieurs qui vous le disent, c'est les gens du retail, c'est les logisticiens. Quand tu commences à donner le choix aux clients, c'est un bordel absolu. Apple vendait les iMac par palette. Donc, tu achetais une palette de bleu, de rouge. Donc, beaucoup de palettes, il fallait en vendre beaucoup. Bien sûr, les gens voulaient tous une couleur. Le rose était moins vendu. Mais Apple a réussi à imposer de prendre toutes les couleurs. Et ça, c'est la première fois qu'Apple arrivait à tordre le cou aux distributeurs. Je me rappelle, j'avais des copains qui travaillaient chez Surcouf qui disaient « c'est un enfer de travailler avec eux, etc. » Sauf qu'on changeait de monde. C'est-à-dire que quand on va dans une boutique de vêtements, on veut une chemise de la couleur que l'on souhaite. Et Apple a aussi travaillé et a changé le monde dans des phases cachées, c'est-à-dire en l'occurrence la logistique et la distribution, qui quand on fait des produits est le plus compliqué. Donc plus de couleurs à l'époque, et puis ils ont été encore plus loin dans la phase C, je dirais, de l'iMac, où là ils ont vraiment assumé la transparence, ils ont enlevé les radiateurs, regardez, on voyait carrément au travers, on découvrait le tube cathodique. Moi je trouvais ça vraiment magnifique. Alors c'est du macro, ça c'est le modèle haut de gamme, translucide, la gamme, c'était l'édition spéciale de mémoire, mais c'était magnifique. Magnifique. Le translucide totalement transparent était magnifique. Plus de dépolis et du miroir direct, c'est un autre plastique, d'ailleurs, c'est pas le même, avec une autre difficulté d'injection. Là, c'est vraiment du très très haut niveau en termes de production de plasturgie. Et c'était un peu une fête, je me souviens. Parce que j'étais déjà dans la presse Mac à l'époque, et oui, ça ne rajeunit pas. À chaque keynote, on découvrait une nouvelle collection de Mac et on se disait comment ils vont nous surprendre. Donc, ils ont été très très loin. Et puis après, il y a même eu des versions Flower Power avec des fleurs, qui rappelaient les hippies chers à la jeunesse de Steve Jobs. Et ils l'ont repris sur les iBooks. C'est ça qui est génial, le shell. Ouais, la première génération, l'iBook était l'iMac à emporter. Mais lui qui n'a pas rencontré du tout. Non, mais par contre, c'était ce plastique. Oui, ils l'ont décliné, forcément. Oui, en dehors de l'aspect design, il y a aussi une chose assez étonnante, c'est que lors de la présentation de l'iMac G3, Steve Jobs a mis en évidence que c'était le bon mélange entre un Mac et l'Internet. Et je trouve que c'était super osé en 98, parce qu'à l'époque, l'usage de l'Internet pour le commun des mortels commençait à peine, et c'était plutôt pas mal de se dire en fait qu'à l'intérieur, tu avais un port modem et puis tu avais un port Ethernet pour t'adresser sur ton réseau local. Et donc voilà, il y avait cette partie-là aussi, et donc la partie multimédia, la partie design qui simplifiait l'usage de la machine, et puis la partie connectivité aussi vers l'extérieur. C'était marrant. Et il a alors, je ne sais pas si tu disais s'il a sauvé de la faillite d'Apple, en tout cas il a participé à l'envolée d'Apple, parce qu'évidemment l'argent est rentré en masse et a permis de faire pas mal de développement par la suite, et on en a les fruits, on en récolte les fruits aujourd'hui. Puis il a aussi attiré tous les fabricants d'accessoires vers Apple. On se souvient tous de ces accessoires en couleur Apple plus ou moins maîtrisés, plus ou moins de bon goût. Décliner les disques durs externes, avec les couleurs, les disques durs transparents, tout était transparent. Ouais. Les zip drive. Mais les zip drive, oui. Les fabricants chinois notamment, ou Logitech, mais Logitech qui fabriquait la souris palais de hockey. Ouais. C'est pas une grande réussite ergonomique. Moi j'adore, j'en ai encore une, j'adore. J'adore. Je n'arrivais pas. Il a attiré donc tout un tas le problème d'Apple, c'était des composants tierce party qui étaient toujours très chers, parce que le SCSI, etc.
Et tout à coup, en USB, on a eu plein d'offres, en imprimante, en scanner, en gadget, en trucs, en machin. On trouvait enfin des périphériques, voilà, et on trouvait accessoirement des logiciels. Exactement. Ça a vraiment créé une dynamique autour du Mac qui s'était éteinte au fil des années depuis le départ de Steve Jobs. Donc 6 millions d'exemplaires écoulés, un énorme succès pour l'époque. Entre août 98 et mars 2003, 5 ans de carrière. Finalement assez courte, de par le format de son écran cathodique, qui était quand même assez petit à l'époque, 15 pouces, un peu ouais, c'est dans l'air du temps, quoi. Tu vois, genre, c'était celui qui avait un 17 pouces, c'était un héros à l'époque. Il y a quand même déjà des 17. Le modem, c'est le modem qui était un peu limite. Il y avait des 56, ils nous vendaient un 33. Donc, Et puis, les premiers écrans plats ont commencé à arriver aussi. Donc, son successeur, c'était l'idée, on sera doté. Ce sera l'iMac G4, on en parle après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Mac Forever. Et cette semaine, c'est Laurent Pantanach qui nous présente donc les 5 actus rumeurs qui ont le plus buzzé. Écoute, à l'assaut, donc premier sujet, c'est l'obsolescence programmée. Alors, j'ai toujours du mal avec l'obsolescence programmée parce que c'est un peu comme les gens qui sont contre. Tout le monde est contre l'obsolescence programmée, bien évidemment, mais on a l'impression que dès qu'on sort ce terme, il faut que c'est des chiens haineux avec la bave qui vont mordre. Et donc, alors, la réalité est que y a une enquête qui est en train d'être menée contre Apple sur un abus de situation qui pourrait être considéré comme de l'obsolescence programmée. Quand on quoi? Alors, voilà, c'est ça. Le Mac, le logiciel. Non, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est une excellente question. Ben oui. Je te remercie de l'avoir posée. Et donc, en fait, c'est sur l'iPhone. Et en fait, la réparation des iPhones est de plus en plus compliquée. Et surtout, il y a des pièces que l'on ne trouve pas. Donc, l'iPhone est réparable. Mais si tu trouves pas la pièce pour la réparer, ben, potentiellement, ton iPhone ne devient plus réparable. Et tu te retrouves dans une situation où finalement tu changes d'iPhone. Ça, c'est le premier problème. Il y a des petits problèmes plus sous-jacents, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle de la sérialisation, c'est-à-dire que chaque composant a un numéro de série qui est vérifié de façon globale dans le téléphone. Apple a ce qu'il faut pour remettre les bons numéros de série avec les bons téléphones, mais des réparateurs indépendants ne peuvent pas. Après, ce qui explique qu'on perde, par exemple, ou qu'on perdait Touch ID ou Face ID, si on prenait un écran qui n'était pas un écran certifié Apple. Oui, ou si tu changeais Face ID pour un Face ID compatible, il n'était pas compatible du tout parce qu'il marchait plus, donc il n'y avait plus Face ID. Ouais. C'est un peu marrant que ça arrive maintenant, quand même, en fait, qu'on parle de cette obsolescence programmée sur les iPhones, alors même que les derniers modèles, pourtant, ils ont somme toute fait des efforts de réparabilité et qu'en plus de ça, ils fournissent maintenant en fait un kit de réparation. Donc c'est très marrant en fait. Ouais, alors bon, le kit est pas simple, les pièces sont pas simples. Mais on vit dans un univers. Tu sais, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce point-là. Et je sais que nos auditeurs vont hurler en disant Laurent, il défend le côté protecteur d'Apple. Non, ce qu'on aime dans les iPhones, c'est que ce sont des téléphones qui marchent vachement bien. Et je comprends qu'on veuille pouvoir potentiellement le réparer, mais si tu le répares avec une pièce qui est moins compatible, tu fais un téléphone qui marche moins bien. Et après, tu commences à baisser. Donc, c'est tout ce débat. C'est pas la responsabilité de l'utilisateur. Déjà, tant pis pour lui. Et oui, mais Apple ne le veut pas. C'est aussi la responsabilité d'Apple. Si tu mets un mauvais gestionnaire d'énergie sur ton téléphone et qui prend feu, c'est Apple qu'on va aller voir. Mais si la pièce n'est pas une pièce certifiée, c'est comme dans l'automobile. C'est compliqué. Eux ne le veulent pas du tout, et le monde le voudrait. Tu vois, c'est toute la difficulté. Et ça n'est qu'en France, cette poursuite? Alors, c'est en France. C'est ça? Oui, c'est avec la DGCCRF. Et c'est HOP. HOP, ouais, c'est halte à l'obsolescence programmée. Et ça bave un peu, voilà. C'est un mois avant l'arrivée de Tim Cook à Vivatech. Il va venir oui, tout à fait, c'est un scoop, j'ai bien fait de venir. Donc voilà, c'est un mois avant son arrivée, comme par hasard. Et comme toujours, on s'attaque au jet, on s'attaque pas à Ryanair, quel est le vrai problème. Et là, on s'attaque à Apple, et on s'attaque pas au téléphone design and made in China, qui sont, eux, problématiques, parce qu'ils ont des durées de vie qui passent sous les mailles du radar. Ils passent sous les mailles du radar. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que bon, mais par contre, c'est un gros sujet. Toujours l'iPhone. Ouais, c'est intéressant parce que ça vient d'une newsletter d'un expert des écrans mondiaux. Donc, et dans la newsletter, il a annoncé le montant des commandes de taille d'écran. Et la taille d'écran qui est commandée, c'est la taille d'écran des iPhones. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres téléphones qui ont cette taille. Donc, en fait, ils ont fait le lien en se disant, tiens, mais au regard du volume qui est en train d'être mis en production,
ça prouve que Apple est en train de prévoir une demande du marché plus importante pour l'iPhone 15 qu'elle ne l'avait prévu pour l'iPhone 14. Ce qui pourrait s'expliquer d'une manière assez simple. On se rappelle que l'iPhone 14 avait la même puce que l'iPhone 13. Donc, beaucoup de gens ont dit « je ne passe pas au 14 parce que c'est la même puce ». Là, il va y avoir le double décalage. C'est-à-dire que les deux le Pro et le non-Pro, auront tous les deux un changement de puce. Voilà. Troisième info. C'est pas une rumeur, ça c'est une... Ah non, c'est une info, mais ça buzz, hein, ça buzz. Nous avons 2 logiciels fondamentalement Mac, que tout le monde attendait sans jamais plus y croire, qui débarquent sur l'iPad. Et les 2 logiciels sont Final Cut Pro et Logic Pro. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire du montage vidéo et du montage audio sur l'iPad. Des news sortent en disant l'iPad devient enfin la machine. On n'a pas eu l'occasion de le tester, on n'a pas eu cette chance. LumaFusion permet de faire du montage depuis. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que dans l'univers du montage, tu as les deux grands. Hein. Tu as ceux qui sont Apple, qui sont vraiment Final Cut. Tu as ceux qui sont Adobe. Après, tu as tous les trucs un peu. Et puis, tu avais moi j'ai acheté LumaFusion pour pouvoir le faire quand tu es en mobilité. Tu as envie de montrer 2 images côte à côte. Mais ça y est, ça arrive. Ça sort le 23 mai. Je veux pas dire le bêtise, 23 ou 26 mai. Et alors, c'est payant, hein, parce que de toute façon, le Final Cut Pro était payant. Et alors, non, c'est pas payant. C'est par abonnement. Attends, justement. Ouais. C'est payant par abonnement. Ouais, 49 $ ou 49 € par an, ou 4,99 $ par mois. Sauf que le calcul qui a été fait par les gens, c'est que finalement, vu que Final Cut était à 350 $, tu vois, c'est l'équivalent à 49 $ finalement, tu as quelques années, c'est l'équivalent de 7 ans. Donc c'est moins cher que. Voilà. Moi, j'ai acheté la licence de Final Cut il y a 10 ans et je l'utilise encore. Quoi. Ils sont très permissifs sur la Final Cut sur Mac, mais sur iPad, apparemment, ils ont serré la vis. 4e info, rumeur. Alors, la 4e info, elle s'appelle infiltration. Et pourquoi elle s'appelle infiltration ? Parce que Apple a attrapé un de ses leakers. Alors, il y a deux histoires possibles. La première, et on n'en saura jamais rien, la première est que Apple, depuis des mois, a tendu un piège pour trouver d'où venait la fuite. Ils ont lancé un vrai programme d'infiltration pour trouver dans leur réseau qui fournissait... Donc le leaker avait des bonnes infos. Oui, il avait une sœur qui bossait à un très bon niveau chez Apple. Donc le leaker s'est fait gauler, la sœur s'est fait virer, mais on lit entre les lignes quelque part, et si c'était volontaire ? Si c'était une histoire pour faire peur et pour faire peur aux leakers en montrant qu'ils se font gauler, ils vont en prison. D'accord. Donc il y a quand même des sons de cloche qui disent que ça pourrait être une histoire écrite. Je n'en ai pas la preuve et je crois que je l'aurai jamais. Vu le nombre de rumeurs qui sortent pour la WWDC, j'ai du mal à croire qu'Apple n'orchestre rien. Ouais. Et puis une fuite de liqueur pour ceux qui aiment boire, c'est pas si mal que ça. Je l'attendais, c'est magnifique. Surtout s'il a la myrte. C'est le mieux. Effectivement. Allez, des infos, rumeurs. Écoute, on a eu sortie de nulle part une double annonce. On a un nouvel Apple Music et nouveau Apple Maps. Et donc mélangé. Non, pas mélangé, mais dans les deux, ils ont fait une annonce le même jour en disant, voilà, on a mis à jour les 2 produits et il y a de nouvelles fonctionnalités. C'est très étonnant que ça sorte à ce moment-là de l'année. Il y aura plein d'annonces à la WWDC. Ça peut montrer qu'il y a plein d'annonces exactement. Sachant que Final Cut, c'est gros comme annonce. Hein. C'est le genre d'annonce que tu aurais très bien pu lancer. À la WWDC. C'est pour moi le genre d'annonce de la W. En logiciel, on a fait ce qu'il fallait pour... petit truc que j'ai pas dit... Donc on prépare le terrain. On prépare le terrain. Final Cut ne marchera qu'avec les iPad M1. Logic Pro marchera avec les A. Il faut un iPad Pro de dernière. Non mais de dernière génération, mais encore en puce A. Oui, pas encore. Mon iPad en est mort. Alors. Non, il va falloir changer. C'est clair. Alors voilà. Merci beaucoup Laurent pour ces infos et rumeurs et ce kilomètre. Autre réaction, regardez sur Twitter de Mano, niveau design le plus révolutionnaire je trouve, c'était l'iMac Tournesol, c'est le modèle qui va le plus marquer. On le passe au crible. Alors si l'iMac G3 était un choc en matière de design, là Apple a encore mis la barre, j'ai l'impression encore plus haut, tout pour le design. C'est difficile de succéder à l'iMac G3 et pourtant... et c'était la dure tâche de l'iMac G4 à appeler tournesol, souviens-toi à l'époque Jean-Louis, avec cet étonnant écran plat qui semblait comme ça léviter dans l'espace. Et moi, ça, à l'époque, j'avais été vraiment
une nouvelle fois, mais j'étais fan, mais j'avais été vraiment impressionné par le design qui m'avait coupé le souffle. Et des nombreux spectateurs, on a quelques images du Moscone Center et de Steve Jobs, où là, il s'est mis en scène, regarde, et carrément le Mac sort de la scène. Alors, voilà, on savait aussi à l'époque faire des effets, et encore une fois, on se demandait à quoi, il n'y avait rien qui avait fuité à l'époque, hein. On se demandait à quoi il a ressemblé. Regardez ces demi-sphères, cet écran plat, hein, on passe du cathodique à l'écran plat, et cet étonnant bras articulé qui fait penser à une lampe de bureau. C'est beau, tout simplement. Quelle a été ta réaction? C'est une super idée, je trouve, cet écran. Alors, l'iMac numéro 1, c'est la démarche qui m'a vraiment excité. Le produit en tant que tel, je ne suis pas fan. Et celui-là, c'est la même chose. Je ne suis pas spécialement fan. Je trouve ça un peu caricatural. Et on veut en design, en bon français, on dit over-design. On veut faire... c'est-à-dire que mettre le buzz. Des puces électroniques carrées, rectangulaires, sur des cartes rondes, avec des alimes rectangulaires, dans un truc rond, ça me paraît stupide. Pour les ingénieurs, ça a été quand même... Voilà, un enfer. Et c'est trop. Alors après, quand on joue avec le bras, on se dit « Ah ouais, peut-être, soit pas si quand même... » C'est assez... regarde, c'est assez la gueule quand même. Dans sa version 15 pouces, il n'était pas avec les bonnes proportions. Quand l'écran a grandi, il passait au 17, il était vraiment mieux. Mais moi, on n'en parlera pas là, l'iMac G4, le Cube... Là, c'était vraiment un truc qui m'a provoqué une émotion. On a vendu 12, mais oui. Oui, mais c'est pas grave. J'en ai acheté un. C'est pas grave. Le Mac 20e anniversaire, le premier produit de Johnny chez Apple, avec un son incroyable, qu'on a retrouvé dans l'iMac. On n'a pas parlé du son tout à l'heure, c'est important. Là, on se dit, le tout en un pour tout le monde, c'est fini. C'est une machine qui coûtait plus cher. Et c'est une autre histoire qui m'intéressait moins parce qu'elle était un petit peu caricaturale, je trouve. Mais je comprends qu'on l'aime parce que c'est... je ne sais pas si vous vous rappelez, à cette époque-là, Jobs était très investi chez Pixar. Pixar, c'est la petite lampe. Et on voit le parallèle avec la lampe. Moi, j'étais toujours pas Mac, hein, mais cette machine... craquer tout doucement. Non, cette machine, j'ai pris l'écran, j'ai bougé l'écran, et j'ai dit quand même, waouh. Tu vois, je suis d'accord. L'arrondi, le carré, n'allait pas ensemble. Il y avait quelque chose de qui n'allait pas ensemble. Un ressenti, plus que l'ergonomie, un ressenti incroyable. Ouais, c'était incroyable. Tu avais l'impression que tu faisais ce que tu voulais avec l'écran, tu le mettais. Et il paraît que techniquement, ça a été un truc. Et la qualité de l'acier, du chrome, c'est la qualité. Les ordinateurs, c'est toujours du plastique un peu moulé. Là, cette pièce en métal était d'une qualité horlogère. Tous les câbles qui passaient dans les câbles vidéo, enfin tout qui passait par le pied. La lime, c'était monstrueux en matière d'ingénierie. Moi, je trouvais remarquable. Christophe, on l'appelle le tournesol. Je ne sais pas si tu comprends cette histoire. C'est une belle histoire de la filiation avec une fleur. C'est vraiment une chouette histoire, effectivement, parce que ce serait un bout de chemin fait ensemble, Steve et notre ami le designer, en fait, dans les jardins de Steve, ou plutôt de Lorraine, en fait. A priori, c'était le même jardin. Ouais. Et il se serait baladé, en fait, dans le jardin. Et voilà, c'est ça. Ils se seraient baladés dans le jardin et à un moment donné, ils ont vu des tournesols et ils se sont dit non, mais c'est à ça que doit ressembler le nouvel iMac. Ça, c'est la légende. Et pour rebondir en fait sur l'aspect, est-ce que moi, par exemple, en fait, j'ai apprécié cet iMac. Je l'ai adoré. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un chouette souvenir pour moi parce que c'est le moment où j'ai eu mes premières formations pour devenir formateur Apple. Et il y en avait 2 dans la classe. Et tout le reste, en fait, c'était des nouveaux iMac. Enfin, les autres iMac de prochaine génération étaient sortis. Et on s'est tous précipités pour avoir ces 2-là. Et finalement, je les ai eus. Par des actes de violence, bien évidemment. Ta réputation t'a précédé. C'était juste génial parce qu'en fait, prendre cet écran et se balader partout avec, c'était d'un confort inégalé en fait. Donc, on voulait pas les nouveaux iMac. Alors, on apprend toujours pour rajouter ton histoire dans la bio de Steve que le travail sur l'iMac deuxième génération aurait duré 3 ans. Mais c'est pas du conventionnel puisque c'est ce qu'il a raconté, et que le cofondateur d'Apple avait retoqué à plusieurs reprises le projet de Jonathan Ive parce qu'il s'était entre guillemets contenté de greffer la carte mère derrière l'écran, ce qui est devenu l'iMac d'aujourd'hui. Et il lui aurait dit à l'époque, je cherche la citation,
pourquoi avoir un écran plat si tu dois lui foutre tout sur le dos? Et c'est comme ça qu'il passe il est dans le jardin, il dit regarde, ça devrait ressembler plutôt à cette fleur. Voilà. Et c'est une belle histoire en tout cas. Je ne sais pas si vous avez remarqué non plus, dans les films de présentation, il est toujours présenté sans clavier. C'est vrai. Alors que l'iMac G3 est toujours présenté avec son clavier, qui était de la largeur exacte qui jouait là-dessus, de la machine, il le disait. Là, un clavier droit sur un truc rond, ça crée un truc qui va pas bien, quoi. Mais tu l'as dit, du coup, ça a été... alors là, on peut dire que c'est le moment où vraiment, chez Apple, les designers ont vraiment pris le pouvoir sur les ingénieurs. Avant c'était l'inverse, tu es d'accord avec moi? Et là, tu l'as dit, ils se sont arrachés les cheveux pour remettre au point cette machine. On a vu le pied articulé qui est génial, hein, qui est l'horlogerie vraiment suisse. Et tu l'as dit, loger une carte mère carrée ou faire une carte mère ronde. Avec des composants carrés. Avec des composants carrés. Il y a de la perte. Dans une sphère de 27 cm de diamètre, c'était vraiment compliqué. Voilà. Et puis surtout, c'est la première machine grand public avec une puce G4. Ça faisait plaisir aux petits geeks que j'étais à l'époque, qui manquait tellement à la Mac G3 aussi, pour pouvoir, là, on pouvait aussi travailler, avoir un petit peu de puissance. Mais moi, ce que j'avais plus apprécié, c'est vrai que moi, je trouve que ce qui est le plus réussi de cette machine, c'est le bras articulé, vraiment. Oui, c'est très, très beau. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, sur le Bon Coin, il y a un tournesol upgradé avec une puce M1. Un geek a fait un bricolage pas possible. Donc, il y a toujours un fantasme autour de cette machine. À cause de son bras qui a une telle valeur, il est inusable. Donc, puis, il y a une ergonomie de dingue. Par contre, c'est vraiment une rupture en matière du design chez Apple, Jean-Louis. Oublier les couleurs flashy de la fin des années 90. Là, on passe à du blanc, à plus de sobriété. Ouais, et alors, en parallèle, les G4 Pro qui étaient basés sur le modèle G3 transparent bleu, puis après G4 transparent gris, sont sortis avec des finitions peinture, aluminium, qui a introduit, à côté des MacBook Titanium, l'alu chez Apple, alors avec de la peinture. Pour les pros, là. Non, pour les pros, mais en parallèle du tournesol, il y a une lame de fond qui arrive, c'est les débuts de matériaux métalliques gérés. Et une vraie signature de design. Et une vraie signature. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne fait plus un coup, en faisant du translucide, on essaie d'instaurer un style qui va se décliner à toute la gamme. Donc le blanc, il est resté, il est demeuré. Le blanc, la maîtrise du transparent et du blanc, parce que c'est pas du blanc, c'est du plastique transparent avec du blanc derrière. Donc on fait du transparent, et puis on met du blanc derrière, donc c'est plus transparent. Sauf que ça donne une épaisseur, une qualité inusitée. Et tout ce savoir-faire-là, qui est allé assez vite, somme toute, 98-2005, c'est 7 ans, c'est pas grand-chose. C'est toute l'organisation de Robert Brunner que Johnny a préservé. Et c'est pas tant le pouvoir n'était pas tant aux ingénieurs chez Apple qu'à des marketeurs dont certains sont restés, comme Phil Schiller, mais c'est le canal direct entre le patron produit et son bras armé, le designer, avec une conversation et à partir d'une organisation extraordinaire qui était déjà en place. Et on retrouve le clavier également, même s'il n'était pas dans la vidéo, qui était blanc, la souris qui était blanche. Avec le clavier blanc dedans, en espèce de... Et c'est vraiment les codes graphiques qui vont définir la prochaine décade d'Apple. Ouais. Et très rapidement derrière va arriver l'iPod qui, lui, reprend les codes du design de l'iPod. À propos d'obsolescence programmée, ce clavier dont on parle, qui ressemble à une scène... on en a à l'agence, il fonctionne encore. Il marche toujours. Il y a des gens qui exactement de toucher. Il y a des gens qui en rachètent. Je vois très bien que le bord est légèrement arrondi et qui monte en escalier. Avec ou sans fil. Très, très salissant. Oui, bien sûr, mais il faut se laver les mains avant de faire de l'ordinateur. Par contre, Christophe, la Mac G4 tournesol que nos auditeurs plébiscitent n'a pas connu le même succès que son aîné. Non, mais effectivement, il y a sans doute la question de prix déjà, c'est certain. C'était peut-être une machine un peu moins accessible. Ah oui. L'ouvrir était un sacerdoce. Le Mac. Voilà. Il y a eu exactement la réparabilité, le fait de pouvoir à peine upgrader la machine ou améliorer la machine. C'était des choses effectivement qui étaient plutôt limitantes. Aujourd'hui, avoir un Mac et ne pas pouvoir ajouter de la mémoire, c'est quelque chose qu'on accepte sans broncher ou presque, sauf pour certains. Mais effectivement, à l'époque,
on avait l'habitude de pouvoir upgrader nos machines, en fait, et qu'elles puissent durer sur le long terme, et puis qu'on puisse continuer à ajouter des choses à l'intérieur, des cartes, etc. Ouais, c'était compliqué. Voilà. Vous pouvez juste changer la barrette mémoire, effectivement, rajouter une carte Wi-Fi, mais c'était tout, quoi, en gros. Si tu veux intervenir dedans, c'était... Alors que l'iMac originel, on pouvait jouer avec la carte mezzanine, on pouvait rajouter des puces graphiques, on pouvait changer la mémoire, on pouvait faire plein de choses. Ouais, et ce qui a finalement flingué très rapidement, enfin, qui a rendu difficile la carrière de l'iMac, c'est que Steve, lorsqu'il a lancé en 2000, je ne sais plus la date, en 2001 ou 2002, a annoncé la mort du tube cathodique en disant voilà, maintenant c'est l'écran plat, et c'est juste un moment où il y a eu des soucis de production, voire une usine d'écran qui a brûlé à Taïwan. Ça fait que les prix la production s'est effondrée, les prix des dalles a explosé, et c'était le principal composant de cet iMac, et le prix a flambé. Donc il n'arrivait pas à produire une machine à un prix relativement raisonnable, et d'emblée, tout le monde le trouvait malheureusement trop cher, et surtout le coût de fabrication, de par à la complexité de ce modèle, en plus, ça revenait très très cher. Il y avait des composants spécifiques sur mesure, donc c'était vraiment trop cher. Et donc, il n'a pas vraiment fait de long à l'iMac G3, qui a d'ailleurs continué à vivre pendant quelques années. Avec une offre à $749 ou $799, c'est-à-dire la machine la moins chère jamais produite par Apple. Ça fait rêver. Souvenez-vous aussi que c'était effectivement les premières dalles LCD, et qu'il était tout à fait admissible qu'il y ait toute une partie des pixels morts quand vous la receviez, quand vous la sortiez de boîte. Et il fallait X pixels morts d'affilée et dans une zone de l'écran qui était gênante pour vous, pour pouvoir redonner la machine à Apple, en fait. Sinon, c'était acceptable. C'était 3 ou 5 la limite, c'est ça ? Oui, c'était 5, je pense. Ouais. Et pas sur une zone, si c'était sur les coins, c'était pas pris en compte. Il y avait, c'est un truc de fou. Donc un succès en demi-teinte pour ce iMac G4 tournesol qui ont duré les designers d'Apple. J'y suis arrivé à prendre une voie plus conservatrice. Je pense que l'ami Jean-Louis ne sera pas d'accord. Et ce sera l'iMac G5. L'iMac G5, tout doucement, qui va migrer vers de l'aluminium. Mais d'abord, il est arrivé en version blanche. Très épaisse. 2 ans à peine après le lancement de l'iMac G4. Super machine. Ce qui montre qu'il n'a pas duré très longtemps, l'iMac G4, c'est qu'il y avait un vrai problème. Et là, on a repris le concept original, on a tout greffé au dos de l'écran. Je me rappelle, parce qu'il y avait encore Apple Expo quand il est sorti, et je discutais avec un journaliste de Mac très célèbre à l'époque, Andreas Pfeiffer. Oui, qui est le fondateur de Mac. Oui, tout à fait. En lui disant, ils ont pris l'écran du tournesol, ils ont mis la carte mère dedans et ils ont inventé la machine idéale qui ressemble à un écran. Et finalement, toutes les histoires de carte mère, de puissance, on s'en fout. C'est un objet, on le pose. Et c'est l'ordinateur ultime. Vraiment, je l'ai trouvé extraordinaire. Et avec une qualité de plastique, une maîtrise des blancs, avec des transparences, définitions, etc. Des angles très saillants au doigt. C'est-à-dire pas de congé, ce qu'on faisait pas. Ça n'existait pas. Sortir des angles comme ça en injection, c'est très dur. Et à l'école, on nous dit jamais, il faut mettre 10 dixièmes, 5 dixièmes, gna gna gna. Vraiment, tout ce qu'on apprend à pas faire, ils l'ont fait, c'était génial. Et on retrouve, on l'a vu sur Lotissement, n'hésitez pas à mettre des images en régie. On l'a vu notamment, il reprend tous les codes de l'iMac d'aujourd'hui, on va le revoir. Le pied en aluminium, la large bande à la base qui servait à mettre les post-it à l'époque notamment. Donc c'est vraiment un design qui sur le moment peut surprendre quand on voit l'iMac G4 qui faisait un effet waouh. Celui-là est beaucoup plus sobre, mais c'est véritablement un code de design qui s'est installé sur la durée. Ouais, c'est un archétype, c'est la naissance d'un archétype, et le dernier iMac, en fait, est dans cette tradition. Vraiment. Oui, tout à fait, la dernière version, elle est encore là-dedans. Ouais. Tu n'avais pas craqué, toi, encore à l'époque? Si, moi j'avais craqué et on l'a acheté à mes parents. Ah, moi aussi. parce que c'était la machine parfaite. Elle est sur le bureau, tout est intégré, ça marche et Christophe, moi, ce que j'avais apprécié sur cette première génération d'iMac G5, c'est qu'Apple avait écouté ses utilisateurs qui étaient très frustrés par l'iMac G4 de ne pouvoir changer les composants. Là, c'était pas du tout le cas sur l'iMac G5. Non, effectivement, on pouvait démonter le Mac assez facilement pour pouvoir y mettre de la mémoire. Certains pouvaient même changer le disque, etc., etc. Mais par contre, il faisait un bruit pas possible. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et très très lourd. C'était la catastrophe. Très lourd. Il était très lourd, oui, ça je confirme. Et il y a eu quelques cures d'amaigrissement depuis.
Et j'en avais bien besoin, croyez-moi. Mais tu pouvais carrément enlever c'est très facile de l'ouvrir, on pouvait changer les composants. Il avait une maladie très connue, il y a un condensateur qui grossissait et qui rendait l'âme. Ouais, bah oui. Et c'était relativement simple à changer, un peu comme la maladie des premiers Mac aussi. Et celui de mon père, on a fait cette opération chirurgicale. Et donc on a dit, le code est resté, le code de design. Par la suite, il a évolué, il est passé à la puce Intel très rapidement. Hein, ça a été déjà... Donc là, on était plus... c'était pas un choc de design, c'était un choc de tech pur avec le fondeur de Palo Alto. Et puis, en 2009, il a commencé à grandir. Hein, il était en 17 et 20 pouces, il est passé de 24 à 27 pouces. Et la version ALU est arrivée très rapidement en 2009. Et elle était vraiment... 2007, je pense. 2007. Ouais, et 2009, c'est la version élargie. Tu as raison, autant pour moi. Et elle était vraiment... elle est restée iconique, celle-ci, de ces 15 dernières années, on peut le dire, de l'iMac. C'est la signature de l'iMac. Le design est resté jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est la machine que tu as le plus appréciée, toi, je crois. La blanche, je l'aime bien parce que c'est celle de mon papa. Mais celle-là est très très belle, elle est iconique, elle inspire la version d'aujourd'hui. Il y a l'ALU, qui est un matériau très bon, mais qui est surtout un matériau ultra recyclable. Le plastique l'est aussi, mais dès qu'il y a plusieurs plastiques, c'est plus compliqué. L'ALU, il n'y a pas de débat. On le remet à 700 degrés, boum, c'est reparti. Une intégration extraordinaire, réduction des cartes mères, les écrans collés qu'on démonte avec des ventouses. C'est vraiment une intelligence de design invisible. Et là, Johnny Ive monte en puissance avec tout ce qu'on ne voit pas. Mais toute la mise au point, tout le design invisible, toute son obsession pour les détails, il a enfin la maîtrise en face de ses rêves et des moyens en face pour y arriver, parce que les volumes sont là. Donc là, on commence à être... Il y a eu une période charnière qui peut expliquer aussi l'émergence de l'aluminium. Je me souviens à Macworld San Francisco, au début des années 2000, on sort de la keynote de Steve et il y a Greenpeace qui empêche les gens de rentrer dans le salon de Macworld. Hein. C'était vraiment le salon, le grand rendez-vous, la grande messe d'Apple chaque année en janvier à San Francisco, en disant Apple pollueur, etc., recyclage, etc., etc. Et ça avait extrêmement choqué Steve à l'époque. Parce que c'est sa génération. Il n'était pas si éloigné des valeurs dans sa jeunesse d'un Greenpeace, notamment. Hein. C'était un hippie, Steve, quand il était jeune. Et c'est issu de ce mouvement-là, à l'origine, Greenpeace. Il a bien évolué depuis, bien sûr. Oui, ils ont des centrales à charbon en Allemagne. Maintenant, ils ont bien changé. Ils ont bien changé. Bref, et pas de polémique. Non, c'est pas une polémique, c'est des faits. Hein. Mais bon, bref. Et il semblerait que le virage de l'aluminium ait été aussi accéléré à ce moment-là, parce qu'il y a une volonté d'afficher Oui, tout à fait, bien sûr, mais il faut se rappeler que c'est d'abord sur les portables que ça s'est fait, parce que c'est des machines plus intégrées, moins démontables, et que Apple a appris avec les portables. Oui, c'est vrai. Et que c'est les portables qui ont permis de faire l'iMac avec quasiment les mêmes technos qu'on utilisait dans les... Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette machine iconique, puisqu'elle a duré très longtemps. Par la suite, je dirais que les designers, nous, en tant que journalistes, on était un peu frustrés, parce c'était à la fête, à chaque conférence. On avait un nouvel iMac, un nouveau design. Là, c'était toujours le même pendant 15 ans. Et elle s'est contentée, d'année en année, de simplement l'affiner. Simplement, c'est bien sûr vite dit. Très fin sur les toutes dernières générations, présentées à l'époque par, regardez, Phil Schiller, où là, on est quasiment sur l'épaisseur d'un écran de portable. Évidemment, il est bombé au centre, mais... C'est vrai, parce que de 2007 à 2021, c'est resté le même, en fait. Ouais, et 2005, c'est déjà ces codes. Oui, il avait déjà la forme. Il avait déjà la forme. Le blanc avait la forme. Mais ça a 2007 à 2021, 16 ans. C'est incroyable. Mais à un moment, c'est une sorte de perfection. L'être humain, il ne change pas, lui. Quand il est assis, ses yeux, la HS43, on arrive à une espèce de... Ce qui est étonnant, c'est qu'Apple n'ait pas fait plus d'efforts sur les claviers, les périphériques. Et surtout la souris. Pas de polémique. Voilà, donc ce design est resté très longtemps. Après, il y a eu la version Retina. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Christophe, de ton côté? C'est surtout que c'est une machine qui, au départ, était une machine grand public, et elle est devenue de plus en plus puissante, donc de plus en plus pro, parce qu'elle utilisait des composantes portables. Exactement. Nous, de notre côté, on en a installé de plus en plus dans les entreprises. C'est une machine qui nous a vraiment permis de faire switcher pas mal d'entreprises de différentes tailles. Et
Par contre, je me souviens quand même, c'est vrai qu'en fait, d'un point de vue design, c'est très chouette d'avoir l'écran qui se retire. Donc, on devait utiliser des ventouses pour pouvoir ouvrir la machine. En fait, il fallait faire une préhension sur l'écran et l'extraire avec et donc, derrière, en fait, il y avait des aimants. Mais c'était quand même pas si facile à faire. Il y a eu quand même quelques écrans cassés. Oui, effectivement. La colle, du scotch, du double face aussi, des choses comme ça. Ouais, c'était pas si évident. Mais donc, c'était pas si simple. On pouvait facilement casser l'écran en voulant opérer la machine, éventuellement changer le disque ou ce genre de choses. Donc voilà. Mais sinon, en dehors de ça, oui, effectivement, c'était des machines extrêmement résistantes. C'était par rapport aux machines un peu plus plastiques, en fait. On le voit derrière toi, notamment. Oui, voilà. On voit l'évolution entre l'iMac G5 là, c'est un Intel, en fait, mais c'était le même design. Ouais. Et puis après, derrière, on a eu deux aluminium ici. Et c'est vrai qu'en fait, en termes de continuité dans le temps, celui qui est juste derrière moi, là, a quelques années maintenant, et continue à très bien fonctionner, n'est pas abîmé. L'aluminium résiste parfaitement. Donc, c'est des machines formidables. Et c'est encore très joli aujourd'hui sur un bureau. Best-seller dans les écoles. C'est très simple. On prend, on enlève, on pose, on stocke dans les salles fermées, on réouvre. C'est vraiment des machines... Et plutôt robustes. Ouais. Alors, réaction de Cyril sur Twitter. Regardez, maître Cyril, une fois qu'on utilise un aimant, je pense qu'on oublie un peu tout le reste. Il a craqué pour l'iMac. Et bien, un gros plan sur la dernière génération de l'iMac. Un nouveau Mano qui réagit au sujet de l'iMac M1, qui est-il le digne successeur de l'iMac originel? Avec l'iMac M1, Apple revient aux couleurs, comme avec l'iMac Bondi Blue. On n'a pas parlé, le Bondi Blue, c'était la couleur du premier iMac, le bleu australien. La plage de Sydney, la couleur qu'on ne trouve qu'au bout de la plage. Et c'est vraiment ça. Je me suis encore fait la réflexion à Noël dernier. Qui est presque un vert, hein. Qui est presque d'ailleurs, c'est un mélange de bleu et de vert. Comme avec l'iMac Bondi Blue, donc, qui fut décliné en plein de couleurs, je l'ai bien dit, tu as vu, Bondi Blue. À l'époque, c'est nouveau de choisir la couleur de son Mac. C'est vrai qu'on a été un peu frustrés quand même. De l'aluminium, c'est magnifique, mais à un moment donné, on n'avait jamais le sentiment de changer de machine. On avait toujours le même... Alors, c'est un classique, mais quand tu achètes une Golf, tu changes au moins la couleur. Vous pouvez l'avoir en noir. Voilà. Bon. Bref, on peut dire quoi, une évolution dans la continuité, bien que la machine ait très peu de choses en commun avec la machine originelle. Apple a le problème des designers de Porsche, c'est-à-dire se réinventer tout en faisant toujours la même chose. Ça marche. On ne peut pas casser le design. Non, ça réussit bien. Mais c'est aussi, le design, c'est pas juste une forme, parce qu'un artiste se lève le matin en disant je vais faire un carré, je vais faire un rond. C'est aussi une culture d'entreprise, c'est aussi des usages, c'est aussi une reconnaissance de loin. C'est choses avec une pomme devant, et puis une sorte de tout en un simplifié à l'extrême. D'ailleurs, ils sont copiés de partout. On va chez, je ne vais pas les citer, mais les magasins d'ordinateurs aujourd'hui, on voit le nouveau MacBook Air. Non, c'est Microsoft qui était assez leader avec même des les iMac sont copiés aujourd'hui. Dell, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, on en parlait en préambule tout à l'heure, Laurent, on retrouve les codes caractéristiques du design de l'iMac. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, regardez, on retrouve notamment bien le pied et surtout la large bande en bas qui était indispensable sur la première génération parce qu'il fallait y mettre l'électronique. Aujourd'hui, c'est une carte mère qui est grande comme un iPhone. Donc, c'est vraiment du design pur, là. Ouais. On avait été étonnés. Je me souviens de la sortie. On avait trouvé ça étonnant. Après, beaucoup ont critiqué le fait que le chargeur soit déporté. L'alimentation soit déportée. C'est là où ils ont réussi à gagner en finesse, j'imagine. Oui, mais beaucoup ont dit, finalement, on s'en fout, une fois qu'il est posé, il est posé. J'aurais préféré que tu branches l'alimentation électrique, le 220, dans l'écran, et qu'on reste à l'histoire du début, quoi. Tu vois, c'était... et quitte à étaler, tu rajoutes finalement que tu as 1 centimètre sur toute la superficie de l'ordi, et je sais pas, je comprends. C'est vrai que depuis le début, finalement, il y avait un seul câble, tu pouvais le faire fonctionner avec un seul câble, surtout à la fin où les claviers et les souris étaient sans fil. C'est clair. Donc, Jean-Louis. Non, je les aime beaucoup. J'étais venu à l'émission de lancement, j'étais pas vraiment convaincu, que je les avais vus une fois, mais vraiment, j'étais tombé amoureux avec un son extraordinaire. Le son était top. Ouais. Et la lime externe, ça me rappelle les écrans Apple qu'on a à l'agence, tous pareils avec les limes externes, donc ça me gêne absolument pas. C'est ça. Et par contre, en électronique, la lime, c'est vraiment le truc qui tombe en panne, disons. Le reste, c'est compliqué, mais la lime, tu peux. Donc le fait qu'elle soit dehors, bon.
C'est une aligne de MacBook, en gros. Hein, MacBook Pro, une grosse aligne de MacBook. Ce qui est pratique... Alors moi, ce qui m'a frappé, je ne sais pas si Christophe, tu vas en dire un mot, mais c'est que du coup, regardez, le design est tellement iconique que sur la face arrière, il y a bien sûr la pomme, mais plus sur la face avant. C'est comme si on sortait une Porsche, mais elle est tellement connue, la Porsche, qu'on n'a plus besoin de mettre le logo dessus, quoi. C'est ça, plus on avance et plus c'est simplifié en termes d'esthétique. Et c'est juste, tu vois, quand tu dessines, pour reprendre l'analogie avec la Porsche, tu peux dessiner juste le trait du dessus de la Porsche, la silhouette de la Porsche, et directement tu vas la reconnaître. Aujourd'hui, ils en sont arrivés à ça. C'est magnifique. Moi, très, très franchement, en fait, si je pouvais tous les acheter pour les collectionner, en fait, je le ferais. Bon, ça va venir, je ne suis pas inquiet. Ouais. C'est vrai que oui, voilà. Le truc, c'est que effectivement, pas le dire à ta femme. Non, jamais. La cave est pleine. Ça ne reste qu'entre nous. Bah oui, tu parles à personne qui regarde, donc ça va. Non, voilà. L'alimentation extérieure, évidemment, c'est peut-être pas le truc le plus adéquat, mais par contre, ce qui est sympa, c'est que si on veut le brancher en Ethernet, le fait d'avoir le port Ethernet directement sur l'alimentation, c'est sympa, comme ça tout reste au sol ou bien tout reste en dessous du bureau. Voilà, il y a du pour et du contre en fait à cette alimentation extérieure. Comme dit Laurent, en fait, c'est vrai que c'est sympa de directement avoir la prise et de la brancher sur l'ordi, d'autant plus que beaucoup de personnes sont aujourd'hui en Wi-Fi. Donc voilà. Mais sinon c'est tellement bon et ça convient à tous les usages. En fait, je connais des personnes en fait qui l'utilisent comme télévision, quoi, pour regarder Netflix, etc. Et c'est très beau dans un salon. L'un de mes fils en fait l'utilise pour apprendre à programmer. Enfin voilà, c'est vraiment top. Je vois que la succession se prépare déjà, est assurée. Exact. Alors, je ne veux pas faire une attaque de bas étage, mais je sais que c'est difficile de critiquer Johnny Ive et de critiquer les designers d'Apple en présence de Jean-Louis, mais quand même, moi, ce qui m'horripile sur les iMac depuis la génération du G5, c'est tous les ports à l'arrière. Je veux dire, en termes de alors, c'est beau, on ne les voit pas, ils sont cachés, mais chaque fois, hésiter... tirer le câble, et évidemment, comme le pied n'est pas articulé, c'est pas facile. Comme c'était des matières en alu, en plus, quand on rip, on graille la machine. Et là, rebelote, 20 ans après, on nous file encore les ports derrière. Non, c'est vrai, les claviers Hub ou les Mac Pro, j'en ai vendu un en collection récemment pour un musicien qui voulait une config d'époque avec tous les ports devant, Firewire, c'est vraiment pratique. On pourrait améliorer à la marge avec des usages ou des fonctions ou des multimodalités, c'est-à-dire en laisser quelques-uns derrière et en mettre ailleurs devant, surtout avec les USB-C qui sont beaucoup plus petits. Ouais. Et sur les nouveaux portables avec les ports USB des deux côtés, c'est quand même ultra pratique. Ouais. C'est vrai. Alors regarde, je vais être encore plus provocateur. Moi, j'avais eu un vrai coup de cœur pour l'iMac façon Microsoft. Et oui, je l'ai dit. C'est la Microsoft Surface Pro. Qu'est-ce que tu en penses de ce design ? D'abord, l'écran est beaucoup plus grand, puisque la dalle c'est bien plus que du 24 pouces. On va en parler du grand format. Bon, les composants à l'intérieur, c'est peut-être moins rigolo, mais le concept en lui-même, d'abord, regarde le pied, ça a plutôt de la gueule. Le système pour manipuler l'écran dans tous les sens, ça me rappelle justement l'iMac originel, l'iMac G4. Accessoirement, il est tactile. Mais il y a un vrai exercice de design qui est assez intéressant là aussi. Mais là, c'est le designer dans son intimité la plus profonde qui parle. Une machine, pour moi, c'est comme la femme qu'on aime. C'est-à-dire qu'elle est belle dehors, mais elle est belle dedans. Et le problème des dispositifs Windows, j'ai plein d'amis chez Microsoft, donc j'ai appris à dire moins de mal de Microsoft. Dehors, mais pas belle dedans. C'est très beau dehors, avec des gens formidables. Il y a des dizaines d'interactions comme Bill Buxton qui sont extraordinaires. Et puis tout à coup, il y a PowerPoint qui arrive. Non, mais il n'empêche que il y a Windows qui arrive. Ça ne va pas jusqu'à PowerPoint. Arrête-toi à Windows. Je parle au designer. Le concept de design de cet écran qui s'aplatit. Superbe. Pouvoir dessiner comme une table Microsoft est très fort. Microsoft s'est réinventé. Je trouve ça très original. Dans les machines qu'ils avaient inventées, celles qui se pliaient avec une espèce de sorte de bracelet de montre qui fermait, c'était sublime. Et tu pouvais ça devenait une tablette. Tu pouvais le décrocher, ça faisait un ordi avec plus de puissance si tu le ractivais. C'est comme ces voitures merveilleuses allemandes. Et puis tu rentres à l'intérieur, il y a des écrans partout avec des interfaces poubelles par rapport au Mac. Nous, à l'agence, on parle de symétrie entre le matériel et le hardware. Rappelez-vous, quand macOS 10 est sorti, les highlights, c'est-à-dire les mises en avant des fonctions, étaient en Bondi Blue, comme la machine. Oui, en transparence. Comme voilà, exactement. Alors, c'était un peu premier degré. Aujourd'hui, c'est plus subtil, mais
cette intégration, c'est impensif de le dire, mais matériel-software, c'est ce qu'il y a de plus dur. Nous, c'est notre obsession. Et chez mes amis de Microsoft, ils ont un design extérieur extraordinaire, avec des designers qui sont parmi les meilleurs du monde, aussi bons que ceux d'Apple. Mais le soft, derrière, ça ne suit pas, parce que Microsoft a une base installée, et puis le chef de produit PowerPoint... Mais tu vas trop loin, ne va quand pas, même. ne va pas jusqu'à... Mais non, ne va pas, je le dis depuis tout à l'heure, ne va pas jusqu'à PowerPoint. Arrête-toi à l'OS. Windows, c'est de la daube. Non mais là, il veut inciter les gens à l'insulter sur les commentaires. Je vais te raconter une histoire. J'ai un de mes anciens patrons qui m'a dit Laurent, je vais te faire revenir à l'univers. On se fait racheter. L'univers PC. À l'univers PC. On se fait racheter par Atos. Atos lance le Bring Your Own Device, mais si ton device c'est un PC, c'est mieux. Tu vois, parce que il y a rien qui est développé pour le Mac à l'époque. Et tu vois, même sur le réseau, te connecter au réseau Wi-Fi, c'est le bordel, quoi. Et il me dit Laurent, et donc il m'offre une tablette Surface Pro version 3. Elle vient de sortir. Beau cadeau. Très beau cadeau. Merci Dominique, si tu m'entends. Il est en Belgique d'ailleurs. Il bosse chez Atos. Ils sont tous en Belgique. C'est ça, Christophe. Et donc, il m'offre... Mais certains Belges ont meilleur goût quand même. Je ne comprends pas. Et donc, il m'offre cette Surface 3. La machine, j'ai trouvé cette machine exceptionnelle. Je te jure, elle est fine, c'est un PC, c'est-à-dire que c'est pas un iPad, tu vois, c'est un vrai PC dedans. Tu arrives, ce truc à l'arrière qui s'incline est génial. C'est le clavier, c'est le premier clavier fin. Apple n'a pas ces claviers où tu peux taper, il y a la souris, le stylo, le stylet, mais on est très en avance. La machine, je dis. Mais t'as pas raconté comment créer un compte là-dessus. Attends, la machine est géniale. Mais Windows, c'est imbitable. Tu passes d'un mode à l'autre, tu comprends pas. Et surtout, si tu creuses un peu dans les menus, tu te retrouves avec des menus, encore aujourd'hui, qui sont les mêmes. Si tu vas sur le Device Manager, tu te retrouves avec des menus qui ressemblent aux menus de Windows NT. Ils n'ont pas mis à jour. Tu te dis, comment c'est possible avec le nombre de développeurs qu'il y a? Je pense que sur la version 11, là, ça a été fait. Mais sur la version 10, ça n'était toujours pas fait. Et donc, j'ai dit que je vais faire un truc génial. Je vais faire un Hackintosh. Et en fait, j'ai fait tourner macOS. Le seul défaut, c'est que le tactile ne fonctionnait pas et le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Donc, c'était quand même un peu compliqué d'avoir un dongle avec de l'Ethernet tout le temps. C'est sur une machine portable. Non, c'est ce que je dis toujours. C'est pourquoi j'aime Apple, c'est parce que l'OS... Et pourquoi j'ai rejoint Apple en 2003, parce que macOS 10... J'ai trouvé ça génial et je regrette pas. Et je remercie Pierre Usan qui m'a fait basculer. Tactile, je pense que. Mais moi, j'ai jamais acheté de console parce qu'un PC pour moi c'est un jeu vidéo. L'exploration, ça me prend ma soirée, je comprends rien, je vais me coucher heureux et le lendemain je continue, ça finit jamais. Et donc j'ai pas besoin de Sony ou de Galbox. C'est quand même un peu intéressant de ton côté. Quand même. C'est intéressant. Alors, on se tourne vers Christophe pour un petit mot sur l'iMac M1. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et au-delà, moi j'ai trouvé qu'ils étaient assez conservateurs. C'est-à-dire que quand on voit justement dans le monde PC ce qu'on essaye de faire, des écrans courbes. Alors, les enceintes sont plutôt bonnes, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer pour ne fût-ce que charger son téléphone avec un système à induction sur le... Enfin, voilà, c'est vraiment le service minimum, quoi. Je remarque qu'on ne me demande pas mon avis sur le design des produits Microsoft. Mais vas-y, donne-nous ton avis, histoire d'enfoncer une porte ouverte. Ouais, non, je pense qu'effectivement, côté des produits de Microsoft, en fait, c'est exactement ce que dit Jean-Louis. En fait, il faut une espèce de symétrie entre le logiciel et le matériel. Et qu'en fait, quand on parle de design, ça n'est pas que le matériel. C'est le UX design aussi, c'est l'expérience de l'utilisateur qui doit se prolonger entre le matériel et le logiciel. Et si tu vois, en fait, Laurent parlait de Hackintosh. Faire un Hackintosh, en fait, donc avec un logiciel qui est plutôt pas mal, mais sur un matériel qui est bof, c'est pas bien non plus, donc les deux vont ensemble, c'est indissociable, c'est certain. Et alors pour l'iMac M1, moi je le trouve plutôt pas mal comme il est là. Effectivement, ce qu'il manque peut-être, ce sont des tailles supérieures d'écran, qu'on puisse avoir le choix entre au minimum 2 tailles d'écran, et c'est ce qui m'empêche moi d'en prendre un personnellement pour la maison. Donc je vous l'ai dit. Pour toi. Quoi ça? Trop petit 24 pour toi? Ce serait un peu trop petit, oui, effectivement, ne fût-ce que pour Final Cut, ne fût-ce que pour coder, ne fût-ce que pour faire ce qu'on fait maintenant, en fait, tout simplement. Ce serait vraiment trop petit. Il faudrait y accoler un écran à côté, et du coup, on perd ce côté de c'est joli, c'est tout intégré, etc., etc. Donc voilà pourquoi moi j'en ai pas. Par contre, dans la chambre d'un des enfants, il y en a un, et là ça pose pas de problème. Mais effectivement, il manque cette extension supplémentaire dans la taille de l'écran qu'on puisse choisir.
Ça me paraît être un des éléments indispensables. Pour le reste, j'ai hâte d'en voir un en M2 et plus encore. Oui, Jean-Louis Laurent, j'ai toujours pas compris pourquoi Apple n'a pas sorti une version plus grande de cet écran. C'est ce design qui s'y prête pas. Il y a une frustration. Beaucoup de gens ont utilisé plutôt un 27 plutôt qu'un 21,5. Donc beaucoup de gens qui avaient un 27 passaient au 24, ils se retrouvent avec un écran plus petit. Et on parlait même d'un 32 pouces à un moment donné. Surtout, il est sorti il y a longtemps, quoi. Et après, ça fera 2 ans. Oui, donc on aurait pu imaginer que sur les 2 années, à un moment donné, ils mettent un peu de temps, ils attendent, la dalle n'est pas bien calée, tout ça. Non, mais moi, j'ai une autre théorie. Grâce à vous, j'ai acheté un Mac mini super puissant, là, au test de Didier, qui était dans une émission. Et j'hésitais avec le Mac Studio, beaucoup plus cher. Et puis, on est super content et on fait de la 3D intensive et tout. Et donc, les écrans plus grands, c'est ces nouvelles machines. Le Mac Studio, le Mac mini hyper puissant, connecté à des écrans qu'on a déjà. Ils ont scindé la gamme. Voilà, c'est ça. Ouais. Jusqu'au 24, vous prenez un iMac, ou les plus grands, vous prenez un Mac mini. Ouais. C'est-à-dire le all-purpose use, en bon français, l'usage le tout usage pour tout le monde, c'est comme ça. Et puis dès que vous êtes un petit peu pour un grand écran pour coder, ou ces écrans maintenant pour coder hyper large, on met pour les gens qui font du front, etc. Tu prends un Mac Studio ou le Mac recommandé par Didier, que j'ai acheté, je ne me rappelle plus de la fréquence, mais... M2 Pro. Exactement. Personne ne le sait. Je veux même l'oublier, j'écoute et j'achète, je prends la reco. Tiens, d'ailleurs, on a oublié de dire quelque chose sur l'iMac. Je pense que ça s'est scindé. Comme ils avaient un déficit sur l'iMac, à un moment, l'iMac, il a même été jusqu'à être pro avec des puissances violentes et en tout en un et tout. Ouais. Bon, là, ils ont à nouveau une gamme. Il redevient sage. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Mais c'est vrai que cette histoire d'écran, c'est vraiment important. Je pense qu'on a faim de plus grands écrans. Je pense qu'on peut dire qu'on a la dalle. Okay. Il y a juste, c'est pas une critique parce que tu l'as prononcé à la française, mais en disant iMac, en fait, instinctivement, j'ai pensé au iMac avec un E. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la version éducation, qui est une version. J'en ai parlé, mais il m'a demandé de moteur. Oui, non, mais les amis, on a déjà 1h15 d'émission. Ah, excuse-moi, j'étais pas avec vous. J'étais pas dans la même émission, mais parce que cet iMac blanc, avec vraiment ce plastique. C'est là où tu parlais du plastique super. Ah oui, excuse-moi. C'était. Génial. Un gros bébé. Et d'ailleurs, la discussion qu'on a là, elle est née avec l'iMac. Sur le marketing et la vente, était inventé le concept. Good, better, the best, c'est-à-dire les 3 gammes Apple à chaque fois, le super avec rien dedans, le un peu mieux équipé qui est le bon compromis, ou le super cher pour gagner 10 MHz de puissance, et généralement vous recommandez de ne pas le prendre. Et ça a été introduit avec l'iMac, on l'a retrouvé dans toutes les configs, et notamment après sur les portables aussi. Et quand tu parles de l'iMac, c'est de l'iMac dont tu parles. Oui, iMac. Moi, je l'appelle le Mac, l'école éducation, parce que c'est éducation Macintosh. À l'origine, c'est une machine à validation. C'était un iMac grand format pour l'éducation. Mais qui a été créé aussi pour compenser les difficultés du tournesol de par son prix. Voilà, exactement. Qui est équipé d'une puce G4, tu l'as dit. Ouais. Par contre, c'était une vraie turbine. Moi, je faisais un SVMA, j'en avais un en face de moi de mon collègue. Il faisait de Boeing un peu. Ouais, il faisait de Boeing, mais tu te prenais le radiateur dans la tronche avec le ventilo, tu étais content pour la journée. Et il n'y avait pas de casque à réduction de bruit à l'époque, croyez-moi. Apple semble en tout cas avoir moins d'ambition, on l'a dit, pour son ordinateur de bureau. Il est vrai que les acheteurs ont tendance plutôt à se tourner aujourd'hui vers des ordinateurs portables, vers des MacBooks notamment. Justement, c'est le sujet de la question de la semaine. La question de la semaine, Laurent, c'était quoi la semaine dernière? Déjà, avant de répondre à celle d'aujourd'hui, nous avions posé la question la semaine dernière lors de l'émission sur l'iPhone 15. Et je ne me souviens plus. Alors, je vais te la lire. Que ce soit pour le Mac, l'iPhone ou l'iPad, pensez-vous qu'Apple devrait, on en parlait, rationaliser ses gammes, qui est aujourd'hui trop large et pas assez lisible. Et on a eu une très très belle et très longue réponse d'un auditeur qui expliquait intelligemment le problème de la segmentation de gamme, parce que on a tous en tête, et c'est vraiment parce que c'est le lien avec la phrase juste avant, avec good, better et best. Et c'est vrai que
Steve Jobs, lui, l'avait segmenté de façon très simple. C'était pro, pas pro, portable, pas portable. Donc il y avait que 4 casques. Et là, c'est vrai qu'on est arrivé à un système qui est toujours incrémental. Et donc je me suis intéressé ce week-end, la semaine dernière, suite à cette question et à la très belle réponse de cet auditeur, à la segmentation. Et il y a des analyses qui sont plus subtiles et qui disent qu'en fait, l'idée de la segmentation, c'est de te rendre frustré pour qu'en fait tu changes et tu prennes toujours un petit peu au-dessus. Donc c'est une technique marketing. C'est une technique marketing. Ça s'appelle le cascading. Le cascading. Et en fait, l'idée, c'est... Super. Tu te dis, bon, moi, ce que je veux, c'est ça et ça. Tu prends 2 axes. Et en fait, il n'y a pas exactement le là, truc. Ça devient compliqué quand même. Oui, mais sauf que tu t'en rends pas compte. C'est fait d'une façon pour que toi, quand tu dis, ah, mais moi, je veux ça et ça. Tu as essayé d'acheter un iPad récemment? Mais oui, mais justement, en fait, tu passes de fil en aiguille, tu dis, bon, iPad 9, et tu sautes, iPad mais tu fais des petits, 10, mais tu fais des petits pas. Air, tu fais un petit pas, Pro, tu dis, je veux 2 formats d'iPad. Oui, je veux pas de bord, et je veux ça, et je veux ci, je veux là. Et en fait, tu as fait 2-3 sauts en hauteur, et tu as pris, c'est utilisé aussi par Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fameux cadran magique de Steve Jobs dans les années 90, c'était aussi peut-être une manière de faire une faiblesse, une arme, parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas faire plus. Et surtout, c'était une façon de détruire le monde passé, où tu avais une gamme dans les beiges dont on parlait tout à l'heure, même si les beiges étaient beaux, tu avais une gamme qui était hyper compliquée. Là, c'était hyper simple. C'était, on reprend le pouvoir, on simplifie une matrice horizontale, verticale. Disait de son vivant, une bonne gamme de produits Apple doit tenir sur une table d'Apple Store. On en est loin, les amis. Non, mais il n'y a pas grand-chose dans les Apple Store. Vrai. L'iPhone, c'est un peu simplifié par rapport à l'époque des XS et de toute cette époque où je ne comprends rien. Les machines avec les processeurs, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est clair. Mais Apple, c'est un rigolo par rapport à L'Oréal, par exemple, qui est le champion mondial du cascading, ou sur des marques différentes en plus. Tu prends L'Oréal, mais moi je te prendrais Pernod Ricard. Hein. Il y a les mecs qui te découpent une gamme avec l'âge, la qualité, le machin, ils te mettent des produits dans des cases. C'est sûr qu'on n'a pas ça, quoi. Ils essaient pas de couvrir l'intégralité du domaine. La gamme n'est pas prête de se rationaliser chez Apple dans les mois et les années qui viennent. Mais c'est le pouvoir, ça définit le pouvoir des commerçants dans une entreprise, en fait. Ça, parce que c'est vraiment du marketing commercial, c'est pas du marketing produit, donc c'est vraiment le pouvoir des commerçants dans l'entreprise. L'automobile est très forte également pour ça. C'est vrai. Tout à fait, ce que j'allais dire, ça se trouve dans le... Alors, la question de la semaine, qu'on vous pose cette semaine, si pour la police, et on sélectionnera une réponse pour l'émission suivante, et donc ton auditeur gagne un t-shirt. Je vais dire qui c'est parce que je tombe en panne. Juste après, un t-shirt qu'on vous enverra. Donc, prenez contact avec nous sur l'adresse contact@onfaitlemac.com pour recevoir ce t-shirt. Donc, la question de la semaine est, avec le succès des MacBook Pro, l'émergence du télétravail, envisagez-vous encore d'investir dans un iMac et au-delà dans un ordinateur de bureau? Et si oui, pourquoi? Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, Jean-Louis, parce qu'en gros, 3 ordinateurs sur 4, si ce n'est pas 4 ordinateurs sur 5, sont des ordinateurs portables aujourd'hui. Ce qui définit en fait le choix, c'est des éléments de décision qui n'ont rien à voir avec l'informatique, mais avec le corps, avec l'aménagement des maisons, avec la manière dont on veut travailler, où on souhaite travailler. Avec qui on partage l'ordinateur. On ne partage pas un portable, on partage un iMac dans la famille. C'est vrai, tu as raison. Et c'est des choses qui sont extra-informatiques, qui relèvent de la vie et des usages auxquels les designers sont assez sensibles, par essence. Parce qu'on est des êtres humains et qu'on ne vit pas tous pareil. Travailler dans le canapé, c'est bien, mais il y a des profs très sérieux, ils se mettent au bureau, et puis c'est affecté à un travail. Bon, voilà, c'est des éléments de vie qui font la répartition, à mon sens. Tu as retrouvé? Oui, c'est route. R-O-O-T. Voilà. Facile. La source, la racine de toutes nos discussions. Donc la question de la semaine. Oui, c'est clair. Vous y répondez exclusivement sur les commentaires de notre chaîne YouTube, pas sur Twitter. Et donc on sélectionnera 1 voire 2 réponses qui remporteront donc un joli t-shirt de votre choix. Dans la gamme dont on fait le Mac, dont on fait la pop ou autre, vous avez le choix. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on va peut-être commencer avec Christophe en duplex. Christophe, quel est ton coup de cœur cette semaine? Oui, moi ça vous aura sans doute pas échappé, mais il y a quelques jours, en fait, c'était mon anniversaire et il y a un pote qui m'a offert ça m'a échappé. Je ne te l'ai pas souhaité tout de suite et j'ai honte. Pardon, Christophe. Oui, par contre, Laurent, lui, m'a téléphoné. Mais je sais, voilà. Mais bon, voilà. Des pieds amoureux. Et donc, un pote, un vrai pote, m'a offert les chefs-d'œuvre de Junji Ito, qui est un mangaka qui fait des mangas, des histoires d'horreur,
Et c'est vraiment juste incroyable. En réalité, c'est le maître incontesté de l'horreur au niveau mondial, particulièrement au Japon. Il est né en 1963, si je ne m'abuse. Et il est inspiré. Voilà, il est inspiré par, entre autres, Stephen King, etc. Plus de 30 ans de carrière, le genou en question. Et unanimement, c'est vraiment le porte-drapeau de l'horreur au Japon. Et les mangas sont incroyables. En fait, les dessins sont fous. Les histoires sont dingues aussi. Et puis, tu vois, moi, en fait, lire, c'est un peu moins mon truc. J'aime bien consommer de la vidéo ou du son. Mais par contre, ici, si le pote me l'a pris, c'est parce qu'en réalité, ce sont des toutes petites histoires que tu peux lire en 10 minutes. Et c'est pas beaucoup de texte, le cas. Génération TikTok, c'est ça? En fait, je préférais Laurent avant. En fait. Mais il a appelé le jour de l'anniversaire, lui. Par contre, c'est vraiment très, oui, voilà. C'est vraiment très cool. On les trouve sur Amazon et sur d'autres sites de manga. Ça commence à partir de 20 € pour un bouquin. Et franchement, abusez-en si vous aimez l'horreur, en fait, ou ces ambiances horrifiques. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Merci encore beaucoup aux copains en question. Mon cher Laurent, ton coup de cœur cette semaine? Écoute, mon coup de cœur, tu sais que je suis plutôt, et c'est marrant parce qu'on en a parlé dans le busomètre, je suis plutôt pour la sécurité quand ça touche au hardware et même au software. Tu sais que je suis pas un grand fan de l'ouverture du store, par exemple d'Apple, que tout le monde veut, parce que je pense que là, ils ont publié leurs chiffres cette semaine. Ils ont bloqué 200 000 comptes pirates sur l'App Store. Les chiffres sur la sécurité et on aime bien cet environnement protégé d'Apple. Par contre, il y a un environnement qui n'est pas protégé, où ils partent complètement en brioche. C'est-à-dire que ce bracelet, qui est le bracelet de ta montre, qui est le bracelet donc, qui s'appelle Alpine Loop de l'Ultra, il est fabriqué au Japon. Hyper agréable. Il est hyper agréable, mais Apple le vend 100 €. Et 100 €, c'est bien, mais c'est un bracelet. Ça vient du Japon, on te dit. Je veux bien, ça vaut 100 €. Bon, donc en fait, j'ai trouvé, il est vendu, bien sûr, partout, et même, donc il est vendu chez nos potes de Bande. Je l'ai même trouvé sur Amazon à 20 €. Donc je me dis que pour l'été, on peut se faire plaisir avec d'autres bracelets. Et là, j'en ai trouvé un qui est assez original, tu vois, avec du un peu mastoc ou Alpine Loop. Et donc j'en ai pris un au hasard Quelques euros. Pour quelques euros, c'est-à-dire qu'une vingtaine d'euros, tu trouves plein de bracelets qui te rendent heureux. Jean-Louis, est-ce que durant l'émission, tu as eu le temps de réfléchir à un joli coup de cœur? Oui, j'étais hier à Rouen pour une conférence vraiment sympa et intéressante qui s'appelait NWX, c'est les gens de la tech en Normandie. Et j'ai découvert une entreprise et un monsieur, un chef d'entreprise très modeste, qui a repris l'usine bénédictine, on reste encore dans la liqueur, pour recycler ce dont on a parlé durant toute l'émission, c'est-à-dire des cartes électroniques, et il est producteur de métaux. Ça s'appelle WeCycling, W-E-E-E-3-E Cycling, et c'est un producteur de métaux rares, de métaux précieux, argent, or, etc. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent et beaucoup d'or dans les... Il est le seul au monde à faire uniquement ça. Il y a beaucoup d'extracteurs miniers qui se mettent dans le recyclable pour s'acheter un peu une étiquette correcte. Et donc en France, on devient producteur de métaux rares, précieux, qui ne sont pas dans notre sous-sol par recyclage des cartes électroniques. Et j'aime bien ça, parce qu'on parlait tout à l'heure d'obsolescence programmée. Donc il y a des technologies de recyclage propres qui sont assez pointues. Encore une fois, souvent en France, on gémit alors qu'on a des acteurs, c'est quand même 150 personnes, c'est vraiment des investissements colossaux, hein. Et on a des réponses assez intéressantes. Alors bien sûr, le mieux, c'est de ne pas produire et de ne pas faire n'importe quoi, mais on a une manière de récupérer des choses extrêmement intéressantes, précieuses, qui relèvent même de valeur et de souveraineté, ici en France. Et ça, c'est de l'écologie de combat que j'aime énormément. Parce que c'est de nouveaux débouchés c'est important. Et de nouveaux secteurs d'activité qui n'étaient pas aujourd'hui présents, tu l'as dit. Alors pour rester de mauvaise foi, il n'y a pas beaucoup de cartes Apple chez lui. c'est plutôt Android et voilà, jusqu'au bout. Merci Jean-Louis. De mon côté, c'est sans prétention, mais c'est bien sympathique. C'est un jeu signé Mac. Run s'appelle Captain Bumper. Alors pour les historiques du Mac, ça vous parle. Captain Bumper, c'est un shoot 'em up qui existe depuis plus de 22 ans maintenant. Ça ne rajeunit pas. Il est aussi vieux que l'iMac, hein, ce petit jeu. C'est un shoot 'em up comme tu les aimes, mon cher Christophe. Hein, exact. Où tu dois tirer dans tous les sens et délivrer une princesse prisonnière sur une mystérieuse planète. Il est de retour dans une version optimisée
pour puce Apple Silicon. Il y a même une version démo, on mettra le lien dans la description, une version payante. Écoute, je crois 9,99 €, c'est petite madeleine pour se faire plaisir et retrouver l'atmosphère des jeux des années 80, voire des années 90. Ça s'appelle Captain Bumper 2.0 pour Apple Silicon notamment. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Jean-Louis pour ta science en matière de design. Merci Laurent pour ta mauvaise foi. Merci. Non, ça c'est On refait la F1. Allez voir On refait la F1 qui est également en ligne depuis hier soir malgré l'absence du Grand Prix d'Imola. C'est notre nouveau format qu'on vous propose chaque jeudi avant chaque Grand Prix. Mais merci Christophe. On t'attend très vite pour le prochain On refait la pop. Normalement c'est la semaine prochaine. Yes, mercredi prochain, on l'espère. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode. On verra le sujet. On a toujours en stock l'idée de vous faire une émission sur la sécurité, mais c'est un peu plus compliqué avec nos interlocuteurs qui n'étaient pas dispo en ce moment. Et puis, pour être prévenu en temps réel, n'oubliez pas évidemment de vous abonner. Et je vous invite bien sûr à cliquer sur le petit pouce. Liker, c'est important pour nous. À la semaine prochaine. Au revoir.